Mes parents adoraient me le rappeler sans cesse. Grace, tu as abandonné tes études. Recorte ta sour. Ils le répétaient si souvent que c'est devenu la bande-son de ma vie. Tandis qu'Olivia rayonnait dans le monde entier, parée de robes de créateur et couverte d'éloges, j'étais la déception de la famille. La fille à la mode passagère, avec son minuscule appartement et son travail qu'ils refusaient de prendre au sérieux. Ils ne m'ont jamais demandé ce que je faisais vraiment chaque nuit, de minuit au lever du soleil. Pourquoi j'avais toujours les yeux fatigués ou pourquoi mes mains tremblaient à force de porter du jacquard jusqu'à en avoir des crampes. À leurs yeux, j'étais l'échec, la honte, la fille. Ils essayaient de se cacher derrière l'image parfaite de leur enfant chéri. Ce qu'ils n'imaginaient pas, c'est que dans leur dos, en silence, avec une obsession quasi maladive, je construisais quelque chose de bien plus grand que tout ce qu'ils avaient pu rêver. Et un jour, ils découvriraient la vérité. Je n'étais pas seulement celle qui avait abandonné ses études. J'étais la femme qui avait secrètement bâti une entreprise technologique valant 97 millions de dollars. Depuis toujours, ma famille a mesuré la valeur de quelqu'un de la même manière qu'elle mesurait sa réussite. Diplôme, salaire, promotion et l'approbation des riches. Malheureusement pour eux, et apparemment pour moi aussi, je n'avais pas ma place dans ce système. Je m'appelle Grace Mitchell, et aux yeux de ma famille, j'ai toujours été la mauvaise fille. Enfant, je voyais mes parents rayonner de fierté chaque fois que ma sœur aînée, Olivia, accomplissait quelque chose d'un tant soit peu impressionnant. Elle remportait des prix universitaires. Ils les mettaient en avant. Elle faisait un stage dans une grande entreprise. Ils organisaient un dîner. Elle respirait. Ils applaudissaient. Mais dès qu'il s'agissait de moi, l'atmosphère changeait. Mon père présentait Olivia comme ma fille, l'étoile montante de Ridgewell Pharmaceuticals, et il me montrait sa tenue de circonstance. Puis il me désignait du doigt d'un geste vague. Et voici Grace. Elle cherche sa voie. Elle cherche sa voie. J'avais 26 ans, pas 12. Olivia était parfaite sur le papier. MBA de Duke, directrice des opérations à 28 ans, salaire de 230 000 $, fiancée à Matthew Grant, dont la famille possédait une chaîne d'hôpitaux privés au Texas. Les dons, c'était de l'argent de vieille école, les galas de charité, les terrains de golf, la haute société. Mes parents les adoraient. Et puis il y avait moi, la décrocheuse, la honte, la fille dont on chuchotait dans les couloirs de l'église. Ils ignoraient que j'avais quitté l'université parce que j'avais découvert quelque chose qui valait la peine d'être construit, quelque chose d'urgent, de passionnant. Pour eux, l'histoire était plus simple, plus rassurante. Grace n'arrivait pas à suivre. Grace a abandoned. Grace a echo. Et ils se la répétaient sans cesse. Parfois, je me demandais si cette histoire leur plaisait vraiment. Mon appartement du centre-ville d'Austin faisait 42 mètres carrés, petit, douillet, éclairé par une unique fenêtre qui claquait sous la pluie. Je l'adorais. Maman, en revanche, appelait ça une petite phase passagère. Une phase. J'y avais vécu 3 ans. Un jour, en leur rendant visite, j'ai remarqué les photos encadrées qui tapissaient le mur du salon. Olivia à la remise des diplômes. Olivia posant dans sa robe à 49 000 $. Olivia posant avec les bourses d'études sur leur yacht. Instinctivement, j'ai cherché une photo de moi. Il n'y avait rien. Plus tard dans la soirée, j'ai trouvé 2 cadres poussiéreux, face cachée, rangés dans un tiroir de la chambre d'amis. Comme si me regarder leur demandait un effort insurmontable. La douleur était plus vive que je ne voulais l'admettre. Mais rien n'a été plus douloureux que le jour où maman a soupiré et dit « Ma chérie, on ne veut pas avoir à te justifier. Regarde les pourcentages de 2 de CRE épipés. Excuse-moi. Je n'ai pas protesté. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas défendu. Au lieu de cela, je suis rentré chez moi, j'ai fermé la porte de l'appartement, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai continué à construire ce qu'ils pensaient que je ne pouvais pas faire. Ils n'avaient aucune idée de qui j'étais vraiment. Et bientôt, ils le sauraient. L'organisation du mariage d'Olivia est devenue une véritable entreprise à temps plein, que mes parents traitaient comme l'événement royal du siècle. Chaque semaine, il y avait du nouveau. Le lieu serait le manoir Rosewood, 350 000 $, mais ça les valait largement. Les parents de Matthew contribueraient à hauteur de 200 000 $. N'est-ce pas généreux? Regardez la robe d'Olivia. De la dentelle cousue main à 49 000 $. Ils ont dit tout ça devant moi, comme s'ils m'avaient oublié ou comme s'ils se souvenaient de moi, mais choisissaient de m'ignorer. Après tout, Olivia m'avait initialement demandé d'être sa demoiselle d'honneur. J'avais dit oui parce que je l'aimais encore, même si ce n'était pas toujours réciproque. Mais 3 mois avant le mariage, elle a changé mon rôle. Je suis passée de demoiselle d'honneur à simple invitée. C'est juste une question de logistique, Grace, a-t-elle insisté sans me regarder. Il fallait que le corsage corresponde à l'esthétique. L'esthétique. Apparemment,
Je ne correspondais pas à sa palette de couleurs. J'ai ravalé ma honte et je suis restée silencieuse jusqu'à la nuit où tout a basculé. J'étais chez moi, entourée de boîtes de plats à emporter et de tableurs pour mon entreprise, quand mon téléphone a vibré. Olivia, Grace, les parents de Matthew se sont renseignés sur vous. Ils sont très soucieux de leur image. Il vaudrait peut-être mieux que vous ne veniez pas au mariage. J'ai fixé l'écran, attendant la chute. Personne n'est venu. Quelque chose en moi se tordit douloureusement. Ma gorge était sèche. J'ai relu le message 5 fois. Ma propre sœur venait-elle de me refuser l'invitation à son mariage? Je l'ai appelée immédiatement. Olivia, qu'est-ce qui se passe? Tu ne veux pas que je sois là? Elle a expiré bruyamment, comme si c'était moi qui posais problème. Grace, s'il te plaît, ne sois pas dramatique. C'est juste que ce mariage est très médiatisé. La famille de Matthew veut que tout soit impeccable. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai murmuré un silence pesant. Ce genre de silence qui dit la vérité avant même que les mots ne parlent. Puis elle a porté le coup fatal. Tu travailles dans le service client. Tu vis dans un petit appartement en centre-ville. Tu n'es pas à ta place, Grace. À ta place. Tu n'es pas à ta place. Tu ne rentres pas dans ma vie. Juste l'image. Une image soigneusement construite qu'elle voulait désespérément protéger. Ma poitrine s'est serrée, ma vision s'est brouillée, mais ma voix est restée. Stable, alors je te fais honte. Elle ne l'a pas nié. C'était tout ce que j'avais besoin de savoir. J'ai mis fin à l'appel, sans colère, sans drame, juste clairement. Assise seule dans mon petit appartement, je fixais la peinture écaillée du mur, sentant s'effondrer le dernier espoir que j'avais pour ma famille. Mais dans ce silence, dans ce chagrin, quelque chose s'est endurci en moi. S'ils ne voulaient pas de moi à leur image idéale, qu'il en soit ainsi. J'allais me construire une vie si grandiose, si incontestable, qu'ils ne pourraient plus jamais me rejeter. On croit souvent qu'abandonner ses études est un signe d'échec. Dans mon cas, c'était la décision la plus intelligente que j'ai jamais prise, même si personne ne le savait à l'époque. Ni maman, ni papa, ni Olivia, personne dans ma famille. Ils pensaient que j'avais abandonné parce que je ne supportais pas la pression. La vérité était tout autre. J'avais découvert un problème que personne ne résolvait. Un problème dont se plaignaient tous les petits entrepreneurs lorsque je travaillais à temps partiel dans un café du quartier pendant ma 2e année d'université. Les logiciels CRM étaient soit trop chers, soit trop compliqués, soit tout simplement inutiles pour les petites entreprises. Les outils professionnels coûtent entre 40 000 et 200 000 $ par an. Les versions moins chères étaient lentes, plantaient ou manquaient de fonctionnalités importantes. J'entendais sans cesse les mêmes frustrations. Pourquoi n'existe-t-il pas de solution simple? Pourquoi devons-nous payer pour des fonctionnalités que nous n'utilisons même pas? Cette question me hantait. Alors, tous les soirs après les cours, je rentrais chez moi, je m'asseyais sur mon matelas bon marché et j'apprenais à coder en JavaScript, Python, SQL, tout ce qui me tombait sous la main. Je regardais des tutoriels jusqu'à en avoir la vue brouillée, je tapais jusqu'à avoir des crampes aux doigts et je construisais prototype après prototype jusqu'au lever du soleil. Mes colocataires pensaient que je m'amusais. Mes parents pensaient que je gâchais ma vie, mais j'étais en train de construire les fondations de quelque chose d'immense. À 19 ans, j'ai créé la première version rudimentaire de Flopilo, un système CRM léger, intuitif et entièrement personnalisable, conçu spécifiquement pour les petites entreprises. Il était moche, lourd, à peine fonctionnel, mais il fonctionnait. À 20 ans, j'ai pris la décision qui a surpris tout le monde, j'ai quitté l'université. Papa a crié pour la première fois depuis des années. Mais I'm an appleur. Olivia a levé les yeux au ciel et a marmonné. Au moins, maintenant, c'est logique. Mais je ne me suis pas laissé décourager. Pour la première fois de ma vie, je me sentais libre. Je travaillais au service client la journée et je codais toute la nuit. J'ai fait l'impasse sur les fêtes, les brunchs, les vacances. Chaque instant libre était consacré à perfectionner Flopilo. 6 mois après le lancement, j'avais 40 clients payants. 1 an plus tard, 5 cents. L'année suivante, 3000. Mon appartement était minuscule, mais les chiffres n'étaient pas de 7 800 $ par mois. Puis 110 000 $, 420 000 $, puis 2,1 millions de dollars. Enfin, une valorisation de 97 millions de dollars avant la levée de fonds de série C. J'ai embauché des employés, des développeurs, du personnel de support, un directeur financier qui avait travaillé 12 ans chez Oracle. Mais à mesure que mon entreprise grandissait, ma famille ne m'a jamais demandé ce que je faisais vraiment. Ils ne voulaient pas le savoir. Ils préféraient l'histoire où j'étais l'échec et Olivia la star. Alors je les ai laissés y croire. J'ai dit que je travaillais au service client. Techniquement, ce n'était pas un mensonge puisque servir les clients faisait partie de mes fonctions. Mais surtout, je voulais savoir quelque chose.
M'aimerait-il si je n'avais rien d'impressionnant à offrir? Me soutiendrait-il si je rencontrais de réelles difficultés? Me choisirait-il si je n'y arrivais pas? Et, douloureusement, silencieusement, inévitablement, j'ai appris la réponse. Non. Cette vérité ne m'a pas brisé. Elle m'a donné de la force. Chaque soir, seul avec mon ordinateur portable, pendant que ma famille se vantait de la dernière campagne ou du dernier gala de charité d'Olivia, je me murmurais. Construis-le quand même. Et je l'ai fait. Une ligne de code après l'autre, une nuit blanche après l'autre, un dîner de famille ignoré après l'autre. Quand Olivia m'a demandé de renoncer à son mariage, je n'étais plus la fille qu'il rejetait. J'étais l'architecte discrète d'un empire de 97 millions de dollars, et aucun d'eux n'en avait la moindre idée. Le jour où Olivia a remonté l'allée jusqu'à l'hôtel dans sa robe à 49 000 $, je suis entré au Four Seasons Austin vêtu d'une robe bleu nuit pour laquelle j'avais économisé pendant des mois. Son mariage était prévu à 18 h. Ma remise de prix avait lieu à 18 h également. 2 événements, 2 sœurs, 2 mondes radicalement différents. Je me suis bouclé les cheveux moi-même, les mains tremblantes, non pas de nervosité, mais à force de tout garder pour moi pendant des années. Ce soir, il n'était pas question de vengeance. Il ne s'agissait pas de leur prouver qu'elles avaient tort. Il s'agissait d'endosser enfin la version de moi-même que j'avais tant lutté pour devenir. Mon cavalier pour la soirée était Noah Brox, un fondateur de start-up dont la société venait d'atteindre une valorisation de 1,2 milliard de dollars. Nous nous étions rencontrés lors d'une réunion de fondateurs 2 ans plus tôt et étions restés proches depuis, m'a-t-on demandé. Lorsqu'il m'a vu m'approcher dans le hall de l'hôtel, il a sifflé doucement. « Grace, tu as l'air d'être sur le point de changer de vie. » J'ai souri. Je crois que c'est déjà le cas. La salle de bal scintillait de lustres en cristal doré, de costumes de créateurs et du murmure discret des conversations entre PDG, investisseurs et représentants du gouvernement. Un monde auquel mes parents n'auraient jamais imaginé que j'appartiendrais. Un monde qu'ils ignoraient même que je contribuais à bâtir. Au début de la cérémonie, le gouverneur monta. Sur scène, encadré par 2 écrans géants affichant les noms des nominés. Mon cœur battait la chamade, mais mon expression restait impassible. On annonça la 5e place, puis la 4e, puis la 3e. Noah me serra la main. Puis le gouverneur déclara « Et maintenant, le prix de l'innovateur texan de moins de 30 ans est décerné à Grace Mitchell, fondatrice et PDG de Flopilo. » Il restai bouche-bée. Un instant, je restai paralysé. Puis des applaudissements éclatèrent, forts, enthousiastes, assourdissants. Je me levai. La lumière me réchauffait la peau. Les flashs crépitaient. Je sentis quelque chose s'éveiller en moi. Une force que j'avais enfouie pendant des années sous la déception de ma famille. Je montai les marches. Mon nom s'afficha sur l'écran derrière moi. Les chiffres de Flopilo défilèrent. 10 200 clients, 2 millions de dollars de chiffre d'affaires mensuel, une valorisation de 97 millions de dollars. Le gouverneur m'a remis le prix. Grace, dites-nous ce qui vous a poussé à créer Flopilo. J'ai pris une profonde inspiration. Puis j'ai dit la vérité. Les petites entreprises n'avaient pas d'outils abordables, alors j'ai appris à coder par moi-même. On pensait que je gâchais mon avenir, mais en réalité, je le construisais. Acclamations, sifflets, applaudissements résonnant dans la salle. J'ai poursuivi. Parfois, le monde vous sous-estime. Parfois même votre famille, mais votre valeur ne dépend pas de leurs attentes. Elle dépend de ce que vous choisissez de créer. Un silence s'est abattu sur la salle, puis l'enthousiasme est revenu. En descendant de scène, Noah s'est penché vers moi et m'a chuchoté. Quelque part à Dallas, quelqu'un vient de dire « Regarde ta sœur ». Mais pas dans le sens où tes parents l'entendaient. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti une douce chaleur dans ma poitrine. De la fierté. Une fierté véritable, indéniable. Et la soirée ne faisait que commencer. À peine avais-je quitté la scène que les journalistes ont déferlé comme une vague. Caméra, micro, questions qui fusaient de toutes parts. Je n'étais pas habitué à une telle attention. Pendant des années, j'avais été invisible au sein même de ma famille. Et voilà que je me retrouvais au centre d'une salle de bal bondée de personnalités influentes du Texas. Noah me protégeait d'un bras. Dousman. Une question à la fois. J'essayais de ne pas rire devant l'absurdité de la situation. Quelques heures plus tôt, maman était sans doute en train de contempler la traîne d'Olivia à l'hôtel, murmurant fièrement aux invités les compliments sur sa fille parfaite. Au même moment, j'étais interviewé par Forbes, l'Austin Business Journal et TechWire. Quand le premier article est paru, je ne m'en suis même pas rendu compte. Forbes titrait « Des transfuges texans créent des entreprises M-Tech valant 97 millions de dollars. Voici Grace Mitchell. » Ma photo avec le gouverneur, celui qui me remet le prix. Nous avons tous les deux souri,
et la photo s'est répandue comme une traînée de poudre sur toutes les plateformes en quelques minutes. Les notifications ont explosé. Ding 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 ding. J'ai mis mon téléphone en mode silencieux, mais il vibrait sans cesse dans mon sac, comme une guêpe enragée. Vers 21h30, quand j'ai enfin regardé, j'avais 147 messages non lus. Le premier venait de maman. « Maman, Grace, c'est vrai? Pourquoi tu ne nous l'as pas dit? Appelle-moi tout de suite. » Ensuite, « Papa, on voit ton nom partout. Pourquoi tu as caché ça à ta famille? » Et puis, « Olivia, mes invités me montrent ton article dans Forbes. Tu n'as pas pu attendre un jour. Tu as tout gâché. » Je suis resté planté devant ce message un long moment, assez longtemps pour que le bruit de la salle de bal se transforme en un doux bourdonnement. Elle avait gâché sa soirée. Elle m'avait exclu du mariage. Elle m'avait humilié. Et maintenant, c'était moi le problème. Noah a vu mon expression changer. Mauvaise. Je lui ai tendu mon téléphone. Il a levé les siennes. Les sourcils froncés. Oh, il panique. J'ai répondu à Olivia. Moi, je n'ai rien gâché. C'est toi qui as choisi de m'exclure. C'était ta décision, pas la mienne. Elle l'a vu immédiatement. 3 points sont apparus, puis ont disparu à nouveau, puis ont disparu encore une fois. Elle ne savait pas quoi répondre. Maman a appelé. Papa a appelé. Olivia a appelé 2 fois. J'ai laissé sonner chaque téléphone. Noah m'a donné un petit coup de coude. Tu ne leur dois pas d'accès à toi ce soir, ni jamais. À moins que tu ne le décides. Il avait raison. Pour la première fois de ma vie, ce n'était pas moi qui demandais l'approbation. C'était eux. À 23h17, un dernier SMS est arrivé de maman. Maman, Grace, s'il vous plaît, parlez-nous. Nous ne savions pas. Nous ne comprenions pas. J'ai éteint mon téléphone, non par méchanceté, non par colère, mais parce que, pour une fois, la voix de ma famille ne me définissait plus. Ce soir, je me définissais moi-même. 2 jours après la remise des prix, je suis arrivé au bureau en m'attendant à une matinée tranquille. Au lieu de cela, la voix de ma réceptionniste, une voix grésillait dans l'interphone, nerveuse et hésitante. Grace, ta famille est là. Toute ta famille. Mon estomac se noie. Je fermai mon ordinateur portable, ajustai ma veste et me dirigeai vers le hall, chaque pas plus lourd que le précédent. Et les voilà. Maman, serrant son sac de marque comme une bouée de sauvetage. Papa, raide et pâle. Olivia, encore maquillée pour son mariage, le visage maintenant flou, ravagé par l'épuisement et ce qui ressemblait à de la panique. Dès que maman m'aperçut, elle se précipita vers moi. Grace, comment as-tu pu nous cacher une entreprise valant 97 millions de dollars? Sa voix résonna dans le hall. Les employés jetaient des coups d'œil furtifs, les yeux écarquillés. Je levai la main. Allons parler en privé. Nous entrâmes dans une petite salle de conférence. Je fermai la porte. Le silence y était lourd de tension. Maman prit la parole la première. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Pourquoi avons-nous dû l'apprendre par Forbes? Je la fixai, sentant cette brûlure familière dans ma poitrine. Maman, quand t'es-tu enfin demandé ce que je faisais vraiment? À chaque fois que j'essayais de parler de travail, tu changeais de sujet. Papa Asavenka. Et nous? Je croyais que tu traversais une période difficile, Grace. Ce n'était pas le cas. Tu sais. C'est bien là le problème. Je me suis interrompu, la voix tremblante. Tu ne voulais pas savoir. Olivia croisa les bras et secoua la tête. Grace, tu m'as fait honte. Tu m'as humilié à mon mariage. Les grandes pensent que j'ai volontairement exclu une sœur qui réussit. Je me suis tourné lentement vers elle. Tu m'as volontairement exclu. Ce n'est pas juste. Elle ricana. Oh, c'est très juste. Ma voix baissa, devint plus assurée. Tu as dit que je ne correspondais pas à ton image. Que je créerais une situation embarrassante. Que tu ne voulais pas que les gens te jugent à cause de moi. Silence. Un silence qui déshabille. Olivia cligna rapidement des yeux. Je voulais juste que les gens ne parlent pas. Ils ont déjà parlé, dit-elle. De moi. Ils ont chuchoté pendant des années sur ta vie parfaite, ta carrière, ton fiancé, ta robe hors de prix. Et je ne me suis jamais plainte, mais dès que je n'ai pas correspondu à tes critères, tu m'as exclu de ton mariage. Ton mariage? Olivia. Ses épaules s'affaissèrent. Mais Amanda glittait facilement. Grace, ma chérie, on ne savait pas à quel point tu étais talentueuse. Je laissai échapper un rire creux et douloureux. Tu crois que c'est une question de talent? Non, maman. C'est une question de respect, et je n'en ai jamais reçu de ta part. Papa s'avança d'une voix basse. Eh bien, merci. On essaie. On essaie maintenant, répondis-je. Parce que, soudain, je compte pour toi, dit maman en fronçant les sourcils. Ce n'est pas vrai. Si,
dis-je doucement. Si ma société avait fait faillite, si j'étais vraiment une ratée qui travaille au salaire minimum, tu ne serais pas là. Tu ne l'aurais même pas remarqué. Papa soupira et se frotta le front. On a fait des erreurs, Grace. On a privilégié les réussites d'Olivia. On pensait qu'elle avait besoin de plus de soutien. C'est une transformation constante de la représentation de la secte dans ma publicité, et je ne l'ai pas fait. Ma voix se brisa avant que je puisse l'arrêter. J'ai passé des années à construire quelque chose seul, à pleurer seul, à échouer seul. Mais vous ne l'avez pas vu parce que vous n'avez jamais regardé. Olivia s'approcha, les larmes ruisselant sur ses joues. Grace, je suis désolée. Pourquoi? Ai-je répondu. Pour le mariage? Pour toutes ces années où tu as fait comme si tu m'avais oublié? Pour avoir laissé maman et papa nous comparer jusqu'à ce que je ne me reconnaisse plus. Elle ouvrit la bouche, la referma et réessaya. J'ai eu tort, murmura-t-elle. J'avais une peur bleue de décevoir la famille de Matthew. J'ai laissé ça compter plus que pour toi, mais je te jure que je ne me rendais pas compte à quel point je t'ai blessé. Quelque chose en moi se brisa. Pas le pardon, mais la compréhension. Maman prit ma main. Grace, s'il te plaît, arrangeons les choses. Je reculai d'un pas. Non, pas encore. Peut-être jamais. Tu ne peux pas te présenter juste parce que Forbes m'a confirmé. Le respect n'est pas rétroactif. Leurs visages s'assombrirent. Je pris une profonde inspiration. Je ne ferme pas la porte. Mais je ne l'ouvre pas en grand juste parce que tu regrettes maintenant. Si tu veux une relation avec moi, tu la mérites lentement et avec constance, pas dans la panique. Papa hocha la tête, les larmes aux yeux. Un voile d'émotion s'est levé dans ses yeux. Fais tout ce qu'il faut. Pour la première fois de ma vie, j'ai cru qu'il était sérieux. Mais cette fois, ce n'était pas moi qui priais. C'était eux. Et enfin, je me suis sentie forte. Ce soir-là, après le départ de ma famille du bureau, je ne suis pas rentrée. Assise seule sur le toit de mon immeuble, la silhouette d'Austin scintillait comme une succession infinie d'alertes clignotantes. Mon téléphone vibrait, des messages que je n'avais pas ouverts. Des excuses, des explications, des remerciements. Rien n'y faisait, rien ne parvenait à apaiser mon angoisse. Noah a fini par me trouver là. Il s'est assis à côté de moi sans rien demander, laissant le vent parler pour nous. Après un long moment, il a murmuré. « Grace, est-ce que tu veux qu'il revienne dans ta vie ?» Je contemplais les lumières de la ville. « Tu les veux ?»« Bien sûr. Je les voulais telles que j'avais rêvé d'elles en grandissant. Des parents fiers, même quand j'étais petite, en proie au doute et à la difficulté. Une sœur qui aurait dû être à mes côtés, et non au-dessus de moi. Mais la réalité était tout autre. « Je ne sais pas, » murmurai-je. Noah hocha la tête, comme s'il comprenait déjà. « Alors laisse-les se battre pour toi, pour une fois. » Le lendemain matin, un événement inattendu se produisit. Olivia se présenta seule à mon immeuble. Sans maquillage, sans boucle parfaite, sans robe de luxe, juste elle, frêle et bouleversée, une enveloppe à la main. « On peut parler ?» demanda-t-elle doucement. Je la fis entrer. Un instant, elle resta plantée là, dans mon salon, à fixer les murs blancs, les plantes, le bureau où Philo avait vu le jour. Puis elle éclata en sanglots. « Grace, je t'ai écrit quelque chose. » Elle me tendit l'enveloppe. À l'intérieur, une lettre manuscrite de 8 pages. Brouillonne, à l'encre, floue, tachée de larmes. La première phrase me brisa le cœur. « Aîné, je veux le pardon. Je veux la vérité entre nous. » Je me suis assise pendant qu'elle parlait. J'ai passé ma vie à essayer d'être parfaite, a-t-elle avoué. Être la fille dont papa et maman seraient fiers. Être la femme que Grant désirait. Et plus j'essayais, plus j'avais peur de faire la moindre erreur. Elle a dégluti difficilement. Tu étais tout ce que je n'avais pas le droit d'être. Libre, créative, courageuse, et au lieu de t'admirer, je te haïssais. Elle a eu le souffle coupé. Le mariage. Elle s'est essuyé les yeux. Ce n'était pas à cause de toi. C'était à cause de ma peur de ne pas être à la hauteur. Alors j'ai coupé les ponts avec la seule personne qui m'aurait rappelé qui j'étais vraiment. Je l'ai fixée du regard, stupéfaite et sereine. Le pire, c'est que je me suis persuadée que je te protégeais, alors qu'en réalité, je protégeais mon orgueil. Elle s'est effondrée à nouveau, les épaules tremblantes. Je ne l'ai pas touchée. Je n'ai rien dit. Je l'ai laissée s'effondrer, car pour la première fois de notre vie, Olivia n'était pas dans son rôle. Elle n'était pas parfaite. Elle n'était pas lisse. Elle était humaine. Quand elle leva enfin les yeux, sa voix tremblait. Tu n'as pas gâché mon mariage. Tu as brisé le rêve dans lequel je vivais. Et peut-être que c'était nécessaire. Ces mots me blessèrent plus que n'importe quelle insulte qu'elle m'ait jamais lancée. Je restai silencieuse un long moment. Avant de finalement demander « Pourquoi maintenant ?» Olivia expira d'une voix tremblante. «
Parce que quand je t'ai vue sur scène, confiante, fière, puissante, j'ai réalisé quelque chose d'horrible. J'avais passé des années à essayer de briller tout en m'assurant que tu restes faible. Ma poitrine se serra douloureusement. Elle s'approcha. Grace, je ne peux pas revenir en arrière. Mais je veux redevenir ta sœur, même si cela prend des mois, des années. Je suis prête à te regagner. Voilà. Ce que je n'aurais jamais cru entendre. Je ne la pris pas dans mes bras. Je ne lui pardonnais pas, mais je lui pris doucement la main. Olivia, c'est la première fois que je pense que tu étais sincère. Elle pleura de plus belle. Nous avons parlé pendant des heures de la peur. L'envie, la pression de l'enfance, la douleur, à propos de choses que nous aurions dû dire il y a des années. Quand elle est finalement partie, j'ai ressenti une sensation étrange et inhabituelle s'installer dans ma poitrine. Pas le pardon, pas l'apaisement, mais l'espoir. Pour la première fois, tout n'était pas irrémédiablement brisé. Peut-être que certaines choses pourraient être lentement, prudemment, douloureusement reconstruites selon mes conditions et les siennes, mais surtout les miennes. 3 mois se sont écoulés depuis qu'Olivia est arrivée à mon appartement avec sa lettre. Pendant ce temps, ma vie a changé d'une manière inattendue. Flopilo a conclu un partenariat majeur avec une organisation nationale de vente au détail. L'entreprise a levé 30 millions de dollars lors d'un tour de table de série C. Notre valorisation a dépassé les 120 millions de dollars. J'ai acheté une maison à Travis Heights, un endroit baigné de lumière naturelle et parsemé de recoins tranquilles où mon esprit pouvait enfin respirer. Mais les plus grands changements n'étaient pas financiers. Ils étaient relationnels. Papa a été le premier à me rappeler et à me demander si nous pouvions nous voir. Non pas pour m'interroger, non pas pour exiger des explications, mais pour m'écouter. « Je veux te comprendre, Grace », a-t-il dit en sirotant son café en face de moi. Pas la fille que j'imaginais que tu devrais être. Sois toi-même, la fille que tu es. Ce n'était pas parfait. Il bafouillait, en faisait parfois trop, posait des questions embarrassantes sur la technologie et les startups, mais il essayait. Vraiment. Et pour la première fois de ma vie, je ne me sentais pas comme une déception assise en face de lui. Maman était plus lente. Elle s'excusait avec précaution, comme si le mot était fragile. Sa culpabilité s'exprimait maladroitement, à travers des plats faits maison, des messages à n'en plus finir, des demandes incessantes pour savoir si j'avais besoin de quelque chose. Un jour, elle m'a dit doucement, « Grace, je ne veux plus comparer mes filles. Je veux juste apprendre à te connaître. » Ce n'étaient pas les excuses dont je rêvais enfant, mais c'était un début. Avec Olivia, nous avons commencé à nous voir pour un café une fois par mois. Pas de brunch chic, pas de perfection, juste 2 sœurs qui apprenaient à communiquer sans le poids de la compétition. Elle m'a confié avoir entamé une thérapie, mis fin au cercle vicieux de l'argent de poche et quitté son travail pour se retrouver sans avoir besoin d'être validée. J'ai tellement essayé d'être enviable, a-t-elle admis. J'ai oublié comment être honnête. Je ne lui ai pas pardonné d'un coup. La guérison n'est pas une transition. C'est une ascension lente et difficile. Mais je ne ressentais plus cette douleur lancinante en la regardant. Et c'était déjà ça. Un après-midi, alors que le soleil inondait mon nouveau bureau, j'ai posé ma distinction de gouverneur sur mon bureau. Je ne l'ai pas mise là pour me vanter, me comparer aux autres ou prouver quoi que ce soit. Je l'ai mise là pour me rappeler que je construisais ma vie seule, étape par étape, soir après soir, échec après échec, sans applaudissements ni approbation. Pour me rappeler que la fille que mes parents appelaient. L'ancienne élève qui avait abandonné ses études était devenue une femme qui refusait de baisser les bras. Je ne sais toujours pas comment évolueront mes relations familiales. Peut-être se renforceront-elles, peut-être se briseront-elles à nouveau. Mais aujourd'hui, quoi qu'il arrive, je sais une chose, ma valeur est inaliénable. Ma réussite n'est pas le fruit du hasard. Et mon histoire ne repose sur la permission de personne d'autre que la mienne. Pour la première fois de ma vie, je vis pleinement une vie qui ne peut être brouillée par l'image de personne. Une vie qui est la mienne.